Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue avec nous, Sonia Mérienne. Merci Alban, ravi d'être ici. Pareil, ravi de t'accueillir. J'espère que t'es pas trop stressé de savoir qu'on va être devant des milliers de personnes en direct. Écoute, ça peut aller. Il y a eu le petit moment de stress, mais là, d'être avec toi, c'est parfait. Sur toi, il y a pas grand monde qui écoute, mais j'ai vu que vous étiez quelques-uns à être inscrits pour participer à cet enregistrement avec nous. Et donc, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Je vais simplement lancer le stream sur Instagram pour la première fois. Bon, super, on dirait que ça marche. Et nous voilà lancés pour cet épisode sur la méthode STAR. Alors, je vais essayer de faire une intro courte, mais premièrement, merci toujours à celles et ceux qui suivent ce média pour vos encouragements. C'est toujours aussi cool. Bravo, merci. Et puis continuons. Deuxièmement, vous êtes nombreux à ne pas savoir qu'il y a 2 épisodes par semaine maintenant, un format long. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Sonia. Et puis un format court, sous forme de tuto, qui dure à peu près 5 minutes, avec quelque chose de très pratico-pratique. Il y en a un qui est sorti ce matin, par exemple. Et je sais même plus sur quoi c'était. C'est chaud. Mais c'est dingue, ça. Bon, en tout cas, allez l'écouter. Enfin, si vous voulez les écouter, ça se passe sur toutes les plateformes de podcast. Donc, je rappelle que si vous suivez Trouver sa voie sur LinkedIn ou sur YouTube, vous passez à côté de pas mal d'épisodes. Et pour en venir à notre sujet, notre invitée d'aujourd'hui, c'est donc Sonia Mérienne, qui a 16 ans d'accompagnement chez, alors d'abord, avant Pôle emploi, c'était quoi, Sonia? C'était la NPE. La NPE, puis Pôle emploi, puis France Travail. Et Sonia m'a contacté après un épisode, justement, en disant, tiens, j'aime bien ce que vous faites, j'ai bien aimé l'invité du jour, etc. Et ce serait chouette, j'ai aussi des idées de choses qu'on pourrait discuter ensemble. On en a parlé. Elle m'a présenté son approche et son expérience et je me suis dit, mais c'est super intéressant. Il faut qu'on puisse en parler. Et donc voilà, c'est tout pour l'intro. Mais merci Sonia d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invité, Alban. Je te propose de commencer par te présenter. On fait le même boulot, hein. On fait tous les deux du bilan de compétences, de l'accompagnement en gestion de carrière. On est confrères. Mais avant ça, toi, contrairement à moi, tu as une grosse expérience d'accompagnement de chercheurs d'emploi. Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que j'ai pas eu à chercher ma voie pour le coup. Je suis passionnée par l'orientation depuis que je suis toute jeune en fait, depuis les cours d'éco au lycée. J'ai fait une licence RH ensuite et j'ai très vite passé, à l'époque c'était le concours. Je dis à l'époque, ça fait longtemps. C'était en 2005 et c'était le concours de la NPE pour être conseiller en insertion professionnelle. Donc j'ai été conseillère en insertion professionnelle auprès des demandeurs d'emploi. Puis au bout d'un moment, j'ai évolué sur un poste en recrutement. Donc toujours le même métier mais avec les recruteurs pour les aider à trouver les candidats qui allaient matcher avec les besoins qu'ils avaient. Et puis sur les dernières années, je suis revenue côté demandeur d'emploi et je me suis spécialisée sur la formation, tous les dispositifs de financement de formation qu'on peut connaître pour les demandeurs d'emploi, la région, Pôle emploi, etc. Et j'accompagnais toujours en parallèle des demandeurs d'emploi qui étaient assez éloignés de l'emploi. Ok, quand tu dis assez éloigné de l'emploi, c'est des gens qui bossaient plus depuis des années ou que c'était de l'insertion ou... C'est ça. Il peut y avoir différents parcours de vie, donc effectivement des personnes qui n'avaient plus de travail depuis un certain moment ou des personnes qui avaient aussi des soucis de santé, par exemple, qui avaient été licenciées pour inaptitude et donc forcément qui mettaient plus de temps à retrouver un emploi. Et très souvent les personnes éloignées de l'emploi, ça va passer par le projet professionnel et c'est ça qui m'a plu et c'est pour ça que j'en ai fait mon activité en indépendant par la suite. Et cette double casquette que j'ai eue en tant qu'insertion professionnelle avec les demandeurs d'emploi et avec les recruteurs, c'est ça qui m'a permis de prendre du recul et de remarquer qu'il y a des choses qui n'allaient pas et qui pouvaient être améliorées pour réussir ces entretiens de recrutement notamment, puisque c'est la thématique du jour. Ah ouais, ce que tu me disais un peu dans les coulisses là, c'est que au début, tu avais une posture d'accompagnement de candidats et quand tu es passé côté recrutement, côté recruteur, tu avais le limite de ce que tu ne voyais pas une fois qu'ils partaient en entretien, en gros, c'est ça?
C'est ça, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller sur le côté recrutement, pour voir comment ça se passait de l'autre côté. Qu'est-ce que recherchaient les recruteurs auprès des demandeurs d'emploi? Quelles sont les questions qu'ils leur posaient pour détecter les compétences? Et là, je me suis aperçue que les personnes que j'accompagnais, je savais qu'elles avaient des compétences, on avait tout décortiqué ensemble, on avait tout bossé ensemble, on préparait les entretiens. Et pour autant, quand elles se retrouvaient devant le recruteur, le retour que j'avais de l'entreprise, c'était mince, le candidat a l'air bien, mais l'entretien finalement était un peu plat. Je sais pas s'il va faire l'affaire, j'ai pas réussi à détecter. Il y a pas eu de réel échange et j'ai pas d'éléments sur lesquels me baser objectivement pour prendre ma décision. Et donc là, je me suis dit, il y a un truc qui pêche. Il faut retravailler ça. Et il faut peut-être trouver une méthode assez simple pour donner un outil et être efficace et réussir à faire sortir un petit peu ce qu'on sait faire, nos compétences. Bon, on va en parler dans 2 secondes de cet outil, donc la fameuse méthode STAR. Et moi, je trouve ça ultra frustrant, cette histoire de des gens qui savent se vendre et des gens qui savent moins se vendre, des gens qui sont très à l'aise et d'autres qui sont hyper mal à l'aise. C'est une injustice énorme et je trouve ça sacrément frustrant quand tu sabotes complètement tout ce, enfin toute ta valeur, quoi, juste par stress. C'est C'est terrible ça. et je trouve ça bien qu'on puisse en parler aujourd'hui. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est de l'auto-sabordage. Alors, il y a plusieurs raisons, hein. Il y a la personnalité en premier. Donc, quand tu dis oui, une certaine injustice, il y a des personnes chez qui c'est plutôt inné. Et c'est comme ça, on n'y peut rien. Et puis, il y a d'autres personnes, et puis c'est la majorité, je pense, hein, 80% des personnes vont plutôt être dans la réserve, avoir tendance à un petit peu angoisser. Et du coup, ils vont être dans cette attente aussi. On a souvent cette position du candidat, je trouve, qui est dans l'attente du recruteur, qui attend qu'on pose des questions et qui finalement a un enjeu démesuré parce qu'il oublie que le recruteur, lui aussi, il a un besoin et qu'il est dans l'attente, lui aussi. Il est dans l'attente de choses concrètes. Ouais, Et en voilà, fait, on est c'est pas là, on est facile. dans une optique de performer et non pas d'échanger, quoi, en gros. Complètement. Mmh. C'est ça. Ouais, on veut être pris. L'enjeu est grand pour nous. On a besoin d'un travail. Et on oublie que derrière, le recruteur, il a des besoins. Et lui, son seul objectif, c'est de voir si ce qu'on va lui présenter peut matcher avec le poste qu'il a à nous proposer. Et pour ça, il y a qu'une seule méthode. Il faut argumenter. Et c'est tout l'objet de la méthode STAR. On va y venir dans 2 secondes. Là, tu disais qu'il y avait un autre facteur, c'était le stress. Tu faisais un Oui, parallèle avec l'amour. Ça m'a fait c'est sourire ça. parce que c'est un truc qu'on n'arrête pas d'évoquer au micro de ce média, hein, le parallèle avec la vie amoureuse. Tu peux détailler un peu plus Complètement. là-dessus? Ouais, carrément. C'est en suivant tes podcasts où j'ai remarqué que tu faisais souvent le parallèle entre la recherche d'emploi et le couple ou la relation amoureuse. Et là, encore une fois, c'est probant. C'est-à-dire que tu as un premier rendez-vous avec quelqu'un, tu vas rarement être sûr de toi à 100%. On est tous un petit peu stressés, angoissés, on a des pensées un petit peu négatives. Et c'est exactement ce qui va se passer face au recruteur. L'entretien de recrutement, c'est de la séduction. Là, on est là pour séduire le recruteur, lui donner envie de nous prendre parce qu'il a un besoin et que nos compétences peuvent répondre à ce besoin. Mais il va choisir entre plusieurs personnes. Il faut le séduire. Et voilà, c'est pour ça que le parallèle est, pour moi, est parlant. Ouais, donc quand j'entends séduction, je pense déjà être soi-même et puis être un peu structuré dans ce qu'on va livrer sur qui on est, quoi. C'est En gros. exactement ça. Tout Eh à fait. ben, Ouais. il est temps qu'on en parle parce qu'on a grosso modo une grosse demi-heure pour couvrir le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire star et d'où ça vient et puis qu'est-ce que c'est? Parce que je Yes. connaissais pas avant que tu m'en parles. Ah ouais. Donc la méthode STAR, alors, qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme. Donc chaque initiale correspond à un mot. Je vais vous les présenter un petit peu après. Mais comment je suis tombée dessus? Justement, je cherchais des méthodes, préparation à l'entretien, pour booster un petit peu les candidats que j'accompagne et faire en sorte qu'ils réussissent ces entretiens de recrutement. Parce que je trouvais ça tellement dommage d'avoir des échecs alors que je savais qu'ils avaient les compétences. Donc j'ai cherché sur Internet, je fais de la veille, j'ai cherché sur plusieurs sources et je suis tombée, donc c'était sur un article, me semble-t-il, de Cadre Emploi sur cette fameuse méthode STAR. J'ai lu et c'est rigolo, on va en parler après, mais en fait, ça m'a rappelé les cours du lycée, les cours de français. J'expliquerai pourquoi. Donc STAR, c'est un acronyme qui veut dire S pour situation, T pour tâche, A pour action et R pour résultat. Donc tous les mots sont posés
Et ensuite, chaque mot va nous permettre d'illustrer la compétence qu'on veut mettre en avant. Cette méthode, elle a été inventée par un psychologue canadien du nom de Tom Jones, J-A-N-Z, et c'était dans les années 80. Et à la base, et c'est là que le parallèle aussi, on est vraiment sur un lien entre le recruteur et le candidat, puisqu'à la base, cette méthode, elle n'a pas été faite pour les candidats. Elle a été faite pour les recruteurs. Disais, ouais. C'est ça. Parce que peut-être que lui aussi s'est aperçu que les recruteurs avaient du mal finalement à poser les bonnes questions et à faire ressortir les potentiels qu'ils avaient en face d'eux. Et donc cette méthode a été faite à la base pour les recruteurs, pour leur permettre de poser les bonnes questions, d'orienter les questions de sorte à faciliter l'expression du candidat sur des choses qui soient qu'il ait faites et qui puissent prouver, qui puissent argumenter. Donc je vais commencer par le S. Donc le S de la méthode STAR, c'est la situation. La situation, c'est finalement le contexte. Quel était mon poste? Quel était mon rôle dans cette entreprise? Donc c'est vraiment, on part du global et puis petit à petit, on va resserrer. Quel est le contexte dans lequel j'ai pu acquérir ou appliquer ces compétences? Donc attends, je prends la balle un peu au vol. Ça, c'est Bien par sûr. exemple une réponse à parlez-moi de vous, qu'est-ce que vous avez fait un peu, quelles sont vos dernières expériences pro, ou racontez-moi une de vos expériences pro, c'est ça? Là, C'est du coup, ça, t'embrayes tout à sur, fait. OK, le contexte, c'était ça, situation. Oui, c'est ça. Si on dit parlez-moi de vous, tu te présentes, bien sûr, et puis tu essaies de faire effectivement en méthodologie STAR. Donc, je faisais tel job, j'étais manager de rayon en hypermarché, j'ai été chargée de mettre en valeur les produits de tel rayon, donc situation. Ensuite, T de la méthode STAR, c'est la tâche. Donc là, c'est la chose particulière, la tâche que la personne a réalisée au cours de sa précédente expérience. Alors là, il faut cibler une tâche, bien sûr, qui soit en corrélation avec ce que demande le recruteur. Oui, parce que dans une situation, tu vas avoir eu une dizaine de tâches différentes, tu faisais une dizaine de choses différentes. Et donc déjà, tu sélectionnes en amont les tâches qui peuvent un peu être utiles au recruteur, quoi. Celles qui sont en Tout à phase fait. avec là où tu veux aller. C'est ça. Et là, pour ça, tu peux t'aider éventuellement d'une offre d'emploi. S'il y a eu offre, tu peux regarder un petit peu ce qui a été demandé en tâche par le recruteur et te dire, ça, tiens, ça, je sais faire. Ok, maintenant, il va falloir le décortiquer. Donc, tâche, c'est vraiment ce que la personne a réalisé au cours de ses précédentes expériences, en lien avec ce que l'employeur convoite. Ensuite, on a le A. Donc, le A, c'est l'action. L'action, c'est ce que j'ai fait. On peut utiliser, et dans tes podcasts, tu en parles souvent aussi, on peut utiliser les verbes d'action. On trouve facilement sur Internet la liste des verbes d'action, qu'on appelle aussi les verbes compétences. Donc, c'est mettre un mot sur l'action en question. Je reprends le manager de rayon, j'ai été chargée de mettre en valeur certains produits pour augmenter le chiffre d'affaires global de l'hypermarché. Voilà, quelle était l'action que j'ai mise en place? Et l'action est toujours corrélée à un résultat. Et donc, c'est le lien avec la dernière step qui est le résultat. Et ça, alors, c'est quelque chose, et je pense que c'est le plus important, le résultat, parce qu'on l'oublie tout le temps. Je l'ai constaté, on l'oublie tout le temps. On dit, j'ai fait ça dans telle situation, etc. Et puis, on s'arrête là. Et le recruteur, il attend. Et qu'est-ce que ça a apporté à ce moment-là à l'entreprise dans laquelle le candidat était chargé de réaliser la tâche? Après, le résultat, c'est pas toujours facile, tu vois, quand tu es commercial, ou si tu as un boulot avec un résultat vraiment tangible, factuel, mesurable, c'est cool. Il y a tellement de boulot, ou je sais pas, je pense à de la gestion de projet, ou à je sais pas trop d'ailleurs. Ouais, peu importe, mais tu vois, il y a Ouais. plein de boulots dans lesquels trouver un résultat concret, c'est pas toujours si facile. Alors, c'est pas si facile et pourtant, il y en a. Et il faut réussir à mettre le doigt dessus. Je reprends ton exemple, alors gestion de projet, où je vais prendre un exemple qui me parle plus, qui était le mien, par exemple. J'avais pas d'objectifs commerciaux. On est OK là-dessus. Voilà. Et pour autant, quand je faisais une action sur mon portefeuille de demandeur d'emploi, il y avait un résultat derrière. Et c'est bien ça. La problématique, elle est que ce résultat, on l'explicite pas. Donc le résultat, ça peut être, j'avais des demandeurs d'emploi à placer, j'ai mené telle action auprès de telle entreprise pour un recrutement, j'ai préparé mes demandeurs d'emploi sur tant d'entretiens, un entretien par semaine pendant 1 mois pour qu'au final, il y en ait 10 qui soient au top niveau pour l'entretien. Et au final, il y en a 3 qui ont été recrutés sur les postes.
Et donc, on a pourvu les besoins du recruteur. Voilà, donc c'est oui, apporter des chiffres. Les chiffres, on en trouve toujours. Et ça, petit exercice que je conseille aussi, c'est tout simple, c'est le focus réussite, c'est-à-dire de matérialiser les réussites qu'on a eues, si petites soient-elles, pour en dégager les résultats. Et dans tous les domaines, tu vas avoir des résultats, et c'est sûr, ouais, commercial, on pense tout de suite à l'augmentation du chiffre d'affaires, mais on a tous apporté à un moment donné notre pierre à l'édifice. Donc, situation, tâche, action, résultat. Ouais, Ce qui me parle exactement. dans ce que tu dis, ce que je trouve doublement intéressant, au-delà de la structuration des idées et de l'impact que ça peut avoir sur l'entretien, je pense que dans les personnes qui nous écoutent, il y en a beaucoup dont le CV est une liste de tout ce qu'ils veulent plus faire. Ouais, C'est-à-dire que souvent, quand on se pose des questions professionnelles, quand on met en question sa carrière, c'est qu'on a un besoin d'autre chose. Et là, c'est pas toujours facile de changer de boulot, de changer de secteur, quand notre CV complètement. dit l'inverse de là où on veut aller. Complètement. Je trouve que ton approche, cette approche-là, a le mérite de pouvoir nous garder à la fois dans notre histoire vécue, c'est-à-dire on ne raconte pas des cracks, et de pouvoir tourner à notre avantage pour aller ailleurs, vers un endroit où on est moins légitime, où notre CV Oui. est un petit peu moins, comment dire, Ouais, où tu corresponds un petit peu moins au ouais, c'est poste, ça, où tu t'as vois. pas forcément fait le métier en question, mais quelque chose de Exactement, proche. exactement. Ouais. Mais moi, ça s'est passé, figure-toi, pour une personne que j'accompagnais, qui a été toute sa vie, puisqu'elle a eu plus de 20 ans de carrière conseillère en banque, d'accord. Elle fait un bilan de compétences pour pouvoir changer d'orientation. Et là, on travaille ses compétences. Donc, tu le fais comme moi, hein, les compétences que la personne souhaite garder. Euh, on enlève tout métier, on prend juste les compétences qu'elle souhaite garder et les compétences qu'elle souhaite plus garder. Et celles-là, effectivement, les compétences qu'on souhaite plus garder, mais il faut les enlever du CV. À quoi bon? À quoi bon les laisser? Donc, on a gardé uniquement celle qui l'a motivée, hein, où elle a été contente de faire ça, où elle a trouvé une plus-value et une motivation. Et on a enlevé tout le reste. Et puis ensuite, c'est de l'organisation. On organisait par pavé de compétences. Donc, il y avait des compétences administratives, des compétences comptables et des compétences commerciales. Et elle a postulé à d'autres emplois qui n'étaient pas du tout, parce qu'elle ne voulait pas retourner dans la banque. Elle a postulé à d'autres emplois. Et puis, elle a vu à un moment donné une offre de gestion locative immobilière. Et elle m'a dit, ben ça, finalement, ça me plairait. Parce qu'elle avait un profil très conventionnel. Elle aimait bien les papiers, elle aimait bien les documents gérés, classés, etc. Donc elle m'a dit mais ça me plairait, mais j'ai pas fait. Et j'ai dit mais vous avez pas fait? Mais est-ce que vous avez les compétences? On a repris l'offre, on a repris les compétences. Ah ben oui, gérer les dossiers, ben je sais faire. Je faisais que ça à la banque et c'était géré et carré puisque c'était la banque avec les crédits immobiliers, ce Ouais, qu'on bien sûr, connaît. on transpose facilement, ouais. Ouais. C'est ça. Et donc, elle a été reçue en entretien, on a préparé, façon méthode star. Et ils lui ont dit, donc elle a été prise, hein, et ils lui ont dit, mais on n'aurait jamais eu l'idée d'ouvrir comme ça à quelqu'un qui venait d'un autre secteur. Je pense que c'est ce que tu dis là, ça dépasse l'entretien. Je prends le point sur l'entretien et c'est vraiment un truc intéressant à garder en tête, ce que tu dis. Je crois aussi que notre CV est vraiment parfois juste irrecevable si elle avait envoyé son CV sans le passer à la moulinette de cette approche-là, il aurait jamais été reçu par cette boîte de gestion locative immobilière. Ouais, complètement. Je Il suis aurait, persuadée parce aussi. que enfin, l'image que j'ai du recrutement ou d'un RH ou d'un recruteur, pour avoir été souvent de l'autre côté de la barrière, c'est qu'on n'a pas envie de prendre de risques, en fait. Bien sûr. Et quand on lit un CV qui représente un risque, bah, faudrait vraiment bien connaître la personne pour lui donner sa chance, quoi. Carrément, ouais, Et, je suis d'accord. et donc, ce que tu dis là, ça permet de minimiser le risque. Et je trouve ça vachement intéressant, aussi d'un point de vue CV. Oui, point de vue CV, c'est super intéressant. Et j'irai même plus loin dans la lettre de motivation. C'est ce qui va faire toute la différence. Moi, je suis persuadée alors c'est vrai qu'on est dans une période où beaucoup de gens disent la lettre de motivation, ça sert plus à rien. Et il y a certains recruteurs qui ne l'utilisent plus. Et moi, je reste persuadée qu'une lettre de motivation percutante, ça fait toute la différence. Ok, ouais, Argumenter, ça ouvre un débat intéressant sur la lettre de motivation, parce que moi, je suis plutôt de l'école de ceux qui disent, bon, envoie un mail, ça revient au même, parce que plus personne ne la lit. Mais non, tu penses ouais, que
Tu penses que ça peut Alors être oui, quand je dis pertinent? lettre de motivation, ça peut être intégré dans un mail aussi. Pas forcément besoin de la faire à part. Donc oui, un mail de motivation. Mais un mail de motivation, pour quoi faire finalement? Est-ce que c'est pour dire je suis dynamique, motivée, disponible? C'est pas la peine. Oui, si c'est pour faire ça, effectivement, il n'y a pas de plus-value. Mais un mail de motivation ou la lettre de motivation en expliquant vraiment un point qui est recherché par le recruteur, en le mettant en avant et en disant j'ai fait ça dans tel cadre, j'ai fait telle action et ça a donné tel résultat. Bon, tout Mmh. de suite, encore une fois, le recruteur va se projeter et va se dire ce gars-là, dans mon entreprise, ouais, il peut faire ça, mais dans telle partie et dans ce que je recherche. Bah, je reprends ce que tu dis sur le fait de se projeter. Heu, pour toi, ce que j'ai compris, c'est que c'est un peu tout là la clé, hein. C'est que la boîte va pouvoir Oui, se projeter. Tu peux détailler un peu ce point-là? On n'en a pas parlé encore. oui, on n'a pas parlé. C'est Alors quand j'ai important, je crois. présenté ça, ça me fait sourire, ouais, c'est important et ça me fait sourire parce que j'ai eu un petit débat avec quelqu'un, j'ai présenté la méthode STAR et il me dit: «Ouais, mais c'est de la manipulation un petit peu quand même, parce qu'on va essayer de créer un schéma mental, chez son interlocuteur, une projection, on va forcer la projection. Non, on va dire, c'est moi qui peux faire, tout ce que vous cherchez et puis je l'ai fait, regardez comment je l'ai fait, regardez ce que j'ai fait et les résultats que ça a donné». Donc j'ai quelqu'un qui m'a dit: «Ah mais c'est un peu de la manipulation quand même». Oh, moi j'appelle ça de la manipulation très honnête. C'est-à-dire que effectivement, si tu l'as fait et que tu le mets en avant et que tu essaies de créer un schéma de projection, c'est honnête. Par contre, oui, pas s'amuser à faire sur, quelque chose qu'on n'a pas fait ou à mentir parce que là, de toute façon, à moins d'être extrêmement fort, ça va se voir à un moment donné ou à un autre. Quand bien même ce serait un peu de manipulation, on passe de je bredouille, en bégayant, en transpirant de partout et en cherchant mes mots, C'est à, ça. je structure ma pensée. On est loin d'être dans un one man show d'hypnose, quoi. Oui, complètement, complètement. Et voilà, ça a été reçu parfois un petit peu, de manière dubitative, mais effectivement, c'est, la projection, c'est que tout simplement le recruteur va s'imaginer la personne qui est en face de lui, en train de faire une tâche dont il a besoin dans son entreprise. Parce que le candidat aura utilisé des mots, qui sont transférables entre son expérience et ce que recherche le recruteur. D'où l'importance de vraiment bien comprendre en amont ce que recherche le recruteur, Et si je te oui, suis. c'est la clé, hein, il y a la base, c'est d'aller à la pêche aux infos, que ce soit sur le site internet de l'entreprise, dans la partie qui sommes-nous, de s'inspirer vraiment des valeurs, de s'inspirer des activités, de s'inspirer. On voit si l'entreprise est plutôt dans une démarche purement commerciale, le chiffre c'est important. Bon, on va pouvoir s'appuyer dessus et montrer un résultat où on a fait du chiffre, quel qu'il soit. Si l'orientation de l'entreprise c'est plutôt des valeurs comme l'écologie ou le respect de la planète, bon, on a peut-être quelque chose à montrer dans ce sens-là, une petite démarche RSE à notre humble niveau. On n'est pas tous, on n'a pas tous un niveau de responsable au sein de l'entreprise, mais on a peut-être tous fait une tâche à un moment donné qui relevait d'une compétence qui est ciblée par l'employeur. Donc c'est d'aller chercher et on les a, sauf que au moment voulu, il y a rien qui sort. Et ouais, et d'ailleurs, à propos de pêche aux infos, donc il y a évidemment le site web de la boîte, il y a l'offre, il y a l'annonce. Ça peut être de trouver des futurs collègues qui nous parlent du job ou qui nous parlent du recruteur, de comment ça Oui, se passe dans cette boîte. ouais. Il y a Glassdoor et ce genre de site. Mmh. On oublie un point assez radical, mais qui marche pour l'avoir déjà testé à titre personnel, c'est de demander de vive voix au recruteur, dire voilà, vous avez mis une offre, qu'est-ce que vous cherchez comme genre de profil, qu'est-ce que vous voulez éviter et qu'est-ce que vous recherchez. Et en fait, au pire, c'est ah bah vous verrez bien, au pire, c'est juste déposer votre CV dans la boîte mail. Et au mieux, c'est un échange d'une demi-heure sur vraiment précisément, voilà ce qu'on attend, voilà ce qu'on cherche. Et là, du coup, c'est du pain béni parce qu'il y a plus qu'à, customiser son CV et son entretien, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord et ça rejoint ce qu'on disait au début, que le candidat est souvent dans l'attente, donc il reste passif et cette passivité, pour l'avoir vécu de l'autre côté quand j'étais avec les recruteurs, elle est reprochée. Ils nous disent: «Mais nous, on veut un échange, on veut pas quelqu'un qui est là, qui attend» et donc ce que tu dis, c'est très important et alors moi, je fais un petit peu le même truc que toi, mais je leur conseille à la fin, ouais, de poser ces questions. Qu'est-ce que vous attendez précisément? Voilà, quelle est pour vous la qualité primordiale de tel poste? Pour pouvoir avoir encore des informations et alors moi, je l'utilise plutôt pour la relance, mais c'est super aussi de l'utiliser pour, la candidature en tant que telle et je pense que l'employeur, contrairement à ce qu'on croit, est
80% des cas OK pour nous parler de ça. Et puis ça le valorise. Il va nous dire ce qu'il veut, il va nous dire de quoi il a besoin et il va mettre en avant son poste parce que, comme je le dis, il a un besoin et il est là lui aussi pour un objectif bien précis. Et ouais, faut être dans cette posture d'échange, vraiment, plutôt que dans cette posture passive. C'est important. Super, merci Sonia pour tous ces partages. Est-ce qu'il y a un autre conseil, autre chose que tu voulais ajouter à tout ça? Ou est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour. Alors, j'avais peut-être un petit exemple star, on a encore Bien le sûr. temps. Ouais, on a encore le Tu temps. veux bien que je le présente? Bien sûr. Donc, voilà, je m'en sers pour illustrer auprès des personnes que j'accompagne, pour leur donner un exemple personnel. Donc, par exemple, je prends mon expérience de conseillère en évolution professionnelle à Pôle emploi. Donc ça, c'est la situation. Hein. J'étais conseillère en évolution professionnelle et une partie de mes missions consistait à rendre autonomes les demandeurs d'emploi sur leur espace personnel. Aujourd'hui, le numérique est très important et l'objectif, c'est pas de leur trouver un emploi, c'est qu'ils soient autonomes pour trouver par eux-mêmes un emploi. Donc ça, c'est l'objectif, donc la tâche. L'action, pour faire ça, cette action, donc c'était un objectif. Qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai conçu et animé un atelier hebdomadaire d'une durée de 2 heures qui accueillait 8 personnes et qui les accompagnait pas à pas dans la création de l'espace, dans la définition d'alertes d'emploi précises, parce que ça aussi, beaucoup de gens passent à côté d'emplois parce que ils sont pas abonnés aux offres tout simplement, ou alors ils sont très mal abonnés et ils reçoivent 200 offres par jour, ce qui est pas pertinent. Donc voilà, on les a accompagnés. Ça reprend, j'ai cité un peu plus haut, mais là je vais jusqu'au bout. Donc ça, c'est l'action que j'ai mise en place. Voilà. Et le résultat, en 2 mois, le taux de demandeurs d'emploi qui disposait d'un espace actif, un espace personnel actif numérique, a augmenté de 20 points. Et c'était un objectif stratégique de l'agence. Et là, tu imagines, on peut se projeter sur autre chose. Moi, j'ai été conseillère à Pôle emploi, il n'y a pas que Pôle emploi. Il y a les missions locales, il y a les centres APEC. Bien sûr, il y a tout le change, il y a tout le change management de n'importe quelle boîte en fait qui veut mettre en place un nouveau process. Donc ça intéresse, ça intéresse n'importe quelle entreprise ou organisme d'accompagnement qui est chargé de rendre autonome des personnes. Et ça peut être dans l'emploi, mais ça peut être aussi hors emploi, ça peut être dans le numérique. Et c'est là que la méthode STAR est intéressante. Elle te permet, comme tu disais tout à l'heure, de sortir un peu de ton métier quand tu veux plus faire ça, mais d'en extraire les compétences qui t'ont motivé, qui t'ont parlé et pour lesquelles tu es prêt à réitérer. Super intéressant, ouais. Moi, je crois beaucoup à cette histoire de c'est dangereux et difficile de quitter un cerceau avec les 2 pieds pour sauter dans un nouveau cerceau, professionnellement parlant. C'est souvent plus malin et plus facile de garder un pied dans le cerceau actuel et d'en mettre un dans un nouveau cerceau qu'on va explorer. D'y aller par étapes. Et ce que tu dis permet vraiment de faire ce pont et c'est pas toujours si facile de faire ce pont-là en matière de CV, d'entretien ou de compétences. Donc merci, parce que c'est une ressource que je trouve vraiment intéressante. Je t'en prie, merci à toi. Et voilà, j'espère que ça aura pu vous aider à structurer vos idées, vos pensées, vos compétences pour pouvoir continuer à développer vos carrières. Merci encore Sonia d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Merci Alban de m'avoir fait intervenir. Au plaisir de rediscuter peut-être un jour. Et puis, je te souhaite beaucoup de succès pour tous tes accompagnements. Merci, à toi également. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.